I'm joined now exclusively by Treasury Secretary Scott Bessent, who is just back from Davos and joins us here in the studio. Thank you for being here, Mr. Secretary. Let me start with the threat that the president made just yesterday to Canada. He said if Canada makes a deal with China, it will immediately be hit with a 100% tariffs against all Canadian goods. Why is Donald Trump threatening Canada again with another trade war? Well, Jonathan, good to be with you. And look, Prime Minister Carney went to China, came back, dropped some... Certains cycles institutionnels ne se rompent pas brusquement, mais se déforment progressivement, jusqu'à ce qu'un geste spécifique révèle clairement l'écart par rapport à la norme. Dans une déclaration faite début janvier 2026, lors d'une réunion avec ses partisans dans l'Iowa, le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis devaient réévaluer leur dépendance à l'égard d'alliances commerciales historiques qui n'offrent pas de retour équivalent. Cette phrase, prononcée sans détour, ne mentionnait pas nommément le Canada, mais elle faisait suite à une série de mesures économiques unilatérales visant presque exclusivement les partenaires du Nord, notamment de nouveaux droits de douane sur les produits énergétiques et agricoles canadiens. Cette déclaration a pris une ampleur plus large lorsque, quelques jours plus tard, dans une interview accordée à une radio conservatrice, Trump a été encore plus direct en affirmant que si le Canada était un État américain, au moins les contribuables sauraient ce qu'ils financent. L'insistance sur ce type de formulation a conduit les diplomates, les économistes et les législateurs à identifier un nouveau modèle de comportement qui n'est plus axé sur des ajustements ponctuels ou des renégociations commerciales difficiles, mais sur un discours systématique qui remet en question la logique même de l'interdépendance économique entre les deux pays. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. Il a signalé à différents observateurs institutionnels que l'axe traditionnel de prévisibilité entre les États-Unis et le Canada pourrait avoir entamé un processus d'érosion publique avec le soutien direct du président. Cette inflexion s'est officialisée quelques jours plus tard, lorsque le département américain du commerce a annoncé, sans prévenir son partenaire canadien, la suspension temporaire des clauses de réciprocité prévues dans l'accord États-Unis-Mexique-Canada. La justification officielle invoquait l'urgence stratégique de protéger l'industrie nationale des engrais et des dérivés de l'acier. Mais des documents internes du Sénat ont révélé que la proposition avait été élaborée par des conseillers directement liés à l'équipe de campagne de Trump, ce qui a soulevé des questions sur le degré de séparation entre les décisions commerciales et les objectifs électoraux. Le gouvernement canadien a répondu par une note diplomatique au ton modéré, affirmant que les mesures unilatérales portait atteinte à la confiance mutuelle établie au fil des décennies et que la révision des engagements multilatéraux devait se faire de manière régulière et conjointe. La tension s'est accrue lorsque, au Parlement canadien, les députés de l'opposition et de la majorité se sont unis dans un appel rare en faveur de la suspension immédiate des importations de gaz naturel américain jusqu'à ce que la question soit débattue dans le cadre d'une instance trilatérale. Au niveau interne américain, la réaction a été moins unifiée. Alors que les secteurs industriels ont exprimé leur inquiétude face à l'insécurité juridique provoquée par des décisions abruptes, les parlementaires de la base alliée à Trump ont renforcé la thèse selon laquelle les États-Unis soutiennent un modèle commercial asymétrique qui compromet la souveraineté économique nationale. Dans ce contexte, des agences techniques telles que le Bureau du budget du Congrès ont mis en garde contre les risques. Selon un rapport publié dans la deuxième quinzaine de janvier, une interruption prolongée de la chaîne énergétique avec le Canada affecterait directement les États du Nord-Est et du Centre-Ouest, tant au niveau de l'approvisionnement résidentiel que du fonctionnement des infrastructures critiques. Néanmoins, les avertissements techniques n'ont pas freiné l'escalade rhétorique. Au contraire, la semaine suivante, Trump a réaffirmé que les droits de douane ne sont qu'un début
et que l'électeur américain doit savoir qui contrôle l'économie nationale. Ces déclarations ont été suivies de mouvements spéculatifs sur le marché de l'énergie et d'un recul des investissements bilatéraux, indiquant que les signaux politiques étaient déjà pris en compte par les agents économiques qui craignaient des mesures plus larges. C'est dans ce contexte de déconnexion rhétorique et normative que les premiers signes d'un réalignement apparaissent. La rupture, du moins pour l'instant, ne se fait pas par le biais de sanctions formelles ou de déclarations de rupture, mais par une série de micro-décisions institutionnelles qui, cumulées, modifient le fonctionnement du système. Les ministères canadiens ont commencé à revoir les contrats à long terme avec les fournisseurs américains. Les gouverneurs des États du Nord ont fait état, lors d'une audience au Congrès, de difficultés à maintenir leurs engagements en matière d'infrastructures communes face à l'instabilité tarifaire. Parallèlement, les dirigeants des partis politiques, tant aux États-Unis qu'au Canada, ont commencé à consulter des experts en droit international sur les limites juridiques de la clause de révision de l'accord prévue pour 2026. Tout cela constitue un moment où les alliances historiquement fondées sur la prévisibilité sont mises à l'épreuve par l'introduction délibérée de l'incertitude comme instrument de pression politique. Alors que le débat institutionnel s'intensifie, il devient de plus en plus important d'observer comment les décisions de cette nature ont des répercussions au-delà des gros titres immédiats. Tous les changements ne se produisent pas par le biais de ruptures visibles. Certaines s'installent par la répétition de gestes qui, pris isolément, ressembleraient à des gestes de campagne, mais qui, pris dans leur ensemble, acquièrent une valeur normative. Il convient donc de suivre attentivement le déroulement de ces épisodes et la manière dont les différents acteurs du système y réagissent. Des analyses continues et contextuelles aident à comprendre non seulement les faits eux-mêmes, mais aussi les schémas qui se dessinent à partir de ceux-ci. À partir de là, ce qui semblait auparavant être un différend ponctuel entre préférences politiques devient un cas emblématique de convergence institutionnelle tendue. La déclaration de Trump et les mesures prises par la suite par le département du commerce ont non seulement révélé une rupture dans la rhétorique diplomatique, mais ont également déclenché des mécanismes internes de surveillance et de réponse à différents niveaux de l'administration publique américaine et canadienne. Au sein de la Commission des Relations étrangères du Sénat américain, des membres des deux partis ont demandé des analyses techniques sur les impacts potentiels de la suspension partielle de l'accord États-Unis-Mexique-Canada. Cette demande, apparemment protocolaire, a été interprétée par les observateurs comme une tentative de rééquilibrer le débat à partir de preuves économiques et institutionnelles. Face à la perception croissante que l'exécutif fonctionnait en décalage avec les instances délibératives et techniques du système. Dans le même temps, la Commission du commerce international a accéléré la convocation d'audiences publiques avec des représentants des secteurs directement concernés, notamment l'énergie, la logistique, l'agroalimentaire et l'industrie automobile, dont les chaînes de production dépendent d'un flux constant et prévisible entre les deux pays. Cette évolution aide à comprendre pourquoi l'impact des déclarations a dépassé le domaine politique et a commencé à être mesuré par des variables structurelles. Selon les données du ministère de l'Énergie, environ 65% des importations de gaz naturel canadien sont destinées à des réseaux de distribution situés dans les États de New York, du Michigan et du Minnesota. L'interruption ou le renchérissement de cette matière première compromettrait non seulement la consommation résidentielle pendant les périodes critiques de l'hiver, mais aussi la stabilité des centrales thermiques qui représentent environ 23% du mix énergétique de ces régions. Le risque ne se limite pas à l'approvisionnement. Il s'étend à la prévisibilité réglementaire, condition essentielle à la planification des investissements et à l'exploitation des infrastructures critiques. Du côté canadien, le ministère des Ressources naturelles a entamé une réévaluation stratégique des canaux logistiques d'exportation, en donnant la priorité au développement de partenariats avec les marchés asiatiques et européens. Ce repositionnement,
encore embryonnaire, est considéré par les économistes comme une réponse structurelle à la perception que la stabilité nord-américaine pourrait ne plus être garantie à long terme. L'intégration énergétique n'est toutefois qu'un des aspects de cette interdépendance institutionnelle. Le commerce automobile entre les deux pays implique un niveau de codification et de traçabilité transfrontalière qui ne peut être rapidement remplacé par des alternatives nationales. Selon une enquête de l'Alliance nord-américaine de l'industrie automobile, chaque véhicule produit sur le territoire américain intègre en moyenne 7 composants qui traversent la frontière canadienne au moins 2 fois avant l'assemblage final. Il s'agit d'un engrenage productif qui fonctionne sur la base de systèmes communs de certification technique, de normes environnementales et de normes du travail, tous structurés sur des décennies d'accords bilatéraux. L'affaiblissement de ces systèmes, même partiels, a des effets indirects à long terme. Les fabricants ont signalé des retards dans les calendriers de production et une augmentation des coûts logistiques liés à l'incertitude tarifaire. En réponse, les départements du commerce des États industriels, tels que l'Ohio et l'Illinois, ont commencé à faire pression sur l'exécutif fédéral pour obtenir des garanties formelles que l'accord États-Unis-Mexique-Canada ne sera pas démantelé sans consultation du Congrès. C'est dans ce contexte que s'amplifie l'implication des acteurs techniques et multilatéraux. L'Organisation de coopération et de développement économique a inclus dans un rapport préliminaire publié en janvier une mise en garde contre le risque que la détérioration de la confiance institutionnelle entre les États-Unis et le Canada n'affecte négativement l'indice de prévisibilité réglementaire dans la région de l'Amérique du Nord. Bien que cet avertissement ne soit pas contraignant, il est souvent utilisé par les investisseurs internationaux comme référence pour évaluer les risques géopolitiques. Parallèlement, la Banque mondiale a révisé ses prévisions de croissance pour les deux économies, attribuant une partie du ralentissement à l'instabilité réglementaire des flux commerciaux traditionnels. Aux États-Unis, le Bureau d'analyse économique a inclus pour la première fois dans son bulletin mensuel une section spécifique sur les effets des mesures commerciales unilatérales adoptées depuis janvier. La convergence de ces analyses techniques ne se traduit pas encore par une politique commune de contention, mais montre que le débat a cessé d'être rhétorique et est entré dans le domaine de l'ingénierie économique et institutionnelle. Avec l'accumulation des variables en jeu, le modèle qui se dessine est celui d'un système contraint de réagir à des décisions qui opèrent en marge de la prévisibilité normative. Et cette pression ne se limite pas aux structures gouvernementales. Des organisations sectorielles, telles que le Conseil nord-américain des infrastructures et le Forum transfrontalier de l'énergie, ont intensifié leurs activités de lobbying auprès du Congrès et des organismes de réglementation, en mettant l'accent sur la préservation des cadres de coopération existants. Parallèlement, les universités et les centres de recherche en politique commerciale ont commencé à consacrer des séminaires spécifiques au thème de la résilience institutionnelle dans des environnements de discontinuité exécutive. Ce type de mobilisation indique que bien que la rupture formelle ne soit pas encore consommée, les différentes composantes du système fonctionnent comme si elle était une possibilité, reflétant l'instabilité perçue comme structurelle, même si elle n'est pas encore déclarée comme telle. Dans ce contexte, il devient de plus en plus important de suivre de manière continue et contextualisée le comportement des institutions concernées, non seulement pour enregistrer les événements, mais aussi pour comprendre comment chaque réponse et chaque geste contribuent à la conception d'un nouveau modèle systémique. Il est essentiel de suivre attentivement ce processus pour ceux qui cherchent à comprendre les mouvements réels qui se cachent derrière les annonces officielles. Il existe toujours des interprétations divergentes quant à la nature et à la portée de la situation actuelle dans les relations entre les États-Unis et le Canada. Pour certains analystes institutionnels, les événements récents ne doivent pas être considérés comme des épisodes isolés, mais comme les signes d'une réorientation stratégique délibérément construite. Selon cette interprétation,
Les engagements historiques sont progressivement remplacés par des accords plus souples et asymétriques dans lesquels l'importance du partenaire commercial est relativisée au regard des priorités immédiates de l'exécutif américain. Dans ce contexte, le discours de distanciation vis-à-vis du Canada dépasse la dimension rhétorique et signale un changement dans la logique de la politique commerciale extérieure, fondée sur l'idée d'un pouvoir circonstanciel, dans laquelle la prévisibilité cesse d'être un pilier et cède la place à l'exploitation instrumentale des interdépendances économiques. À l'inverse, d'autres observateurs considèrent ce mouvement comme ponctuel et conditionné par des intérêts électoraux internes, sans densité technique suffisante pour soutenir une transformation institutionnelle durable. Dans cette perspective, malgré l'intensité du discours public, les mécanismes juridiques, économiques et politiques qui soutiennent la coopération bilatérale continuent de fonctionner, même sous tension. Et les institutions conservent leur capacité à absorber les chocs discursifs sans compromettre leur stabilité systémique. Cette divergence d'analyse se manifeste également dans le domaine juridique. Au cours des derniers mois, des spécialistes du droit international et des constitutionnalistes ont examiné les limites formelles et matérielles de la clause de révision de l'accord États-Unis-Mexique-Canada, prévue pour l'année 2026. Un courant soutient que, même en cas de dénonciation unilatérale par les États-Unis d'Amérique, la révision complète des dispositions de l'accord nécessiterait un processus législatif complexe, susceptible de donner lieu à de longs litiges judiciaires. Cette interprétation a guidé les mouvements des parlementaires canadiens qui cherchent à mettre en place des mesures préventives pour protéger les engagements déjà pris, même dans un scénario de discontinuité du côté américain. À l'opposé, des juristes associés à des centres de recherche conservateurs aux États-Unis soutiennent que la clause confère un large pouvoir discrétionnaire à l'exécutif, à condition que les formalités minimales relatives aux notifications et aux délais soient respectées. La controverse va au-delà de la technique juridique et expose un conflit conceptuel plus profond sur la nature des accords internationaux dans le cadre du paradigme de la souveraineté économique défendu par Donald Trump, remettant en question la question de savoir si ces instruments doivent être traités comme des engagements juridiques stables entre États souverains ou comme des outils adaptables aux priorités des gouvernements circonstanciels. Les répercussions pratiques de cette incertitude se font déjà sentir dans le monde des affaires. De grands conglomérats industriels ont commencé à réévaluer leur stratégie à moyen terme, en diversifiant leurs chaînes logistiques et en recherchant des alternatives d'approvisionnement en dehors de l'axe traditionnel de l'Amérique du Nord. Le secteur agricole canadien, fortement dépendant à la fois des intrants et des acheteurs situés aux États-Unis, a pris des mesures pour intensifier ses relations commerciales avec les marchés asiatiques, même si cela implique des coûts logistiques plus élevés. Du côté américain, les entreprises se montrent de plus en plus préoccupées par l'instabilité réglementaire et la possibilité que des représailles croisées touchent des secteurs sensibles tels que la technologie, la santé et les transports. Cette perception accrue du risque se reflète également dans le comportement des investisseurs institutionnels, les rapports sur les risques politiques élaborés par les banques et les fonds internationaux accordant désormais une plus grande importance à la variable des tensions bilatérales dans l'évaluation de l'exposition à la région nord-américaine. Bien qu'aucun retrait significatif de capitaux ne soit observé, la refonte progressive des portefeuilles indique qu'une partie du capital financier opère déjà, en partant du principe que le scénario actuel pourrait ne pas être transitoire. Sur le plan géopolitique, les effets dépassent le cadre des relations bilatérales. Les gouvernements européens et asiatiques suivent attentivement l'évolution de la situation, en particulier au vu des récentes déclarations de Donald Trump à l'encontre d'alliés historiques.
L'idée que les États-Unis seraient prêts à utiliser leurs relations commerciales comme un instrument de coercition géopolitique gagne du terrain dans les cercles diplomatiques, amenant différents pays à réévaluer leur niveau de dépendance vis-à-vis des chaînes de production fortement liées au marché américain. Cette attitude prudente se traduit par des initiatives de diversification commerciale et par des mouvements de rapprochement entre des pays qui, jusqu'à récemment, entretenaient des partenariats préférentiels avec les États-Unis d'Amérique. Dans le cas du Canada, la possibilité d'un déplacement progressif des intérêts au-delà de l'axe continental pourrait ne pas se concrétiser immédiatement, mais le simple fait qu'elle soit considérée comme une orientation stratégique modifie déjà de manière significative l'équation géopolitique régionale. Dans ce contexte, il n'y a pas de consensus sur la durée ni sur l'ampleur du revirement observé. Certains analystes prévoient un recul stratégique, l'administration américaine adoptant une position plus modérée à mesure que les coûts économiques deviendront plus évidents. D'autres estiment que le mouvement actuel reflète la consolidation d'un nouveau cycle politique, marqué par des relations multilatérales et bilatérales, plus transactionnelles, instables et fortement conditionnées par les calendriers électoraux internes. Dans les deux scénarios, l'incertitude s'impose comme l'élément le plus persistant du processus. C'est précisément cette incertitude qui oblige les systèmes institutionnels des deux pays à fonctionner selon des prémices différentes de celles qui ont soutenu des décennies de prévisibilité et de coopération. Ce qui était auparavant structuré comme une relation fondée sur la stabilité stratégique, les intérêts réciproques et les complémentarités durables est désormais guidé par des dynamiques intermittentes de pression, de réponse et d'adaptation continue. À l'heure actuelle, toute projection sur l'issue reste nécessairement provisoire. Ce que l'on peut affirmer avec plus de certitude, c'est que les institutions concernées traversent une période d'épreuve. Non seulement en ce qui concerne leur capacité à résister aux pressions conjoncturelles, mais aussi leur aptitude à préserver des accords durables dans un environnement marqué par des conflits narratifs et une instabilité normative. Suivre ce processus exige une attention constante non seulement aux faits immédiats, mais aussi aux interprétations qui en découlent, aux effets indirects qu'ils produisent et aux modèles qui peuvent se former sous le bruit des déclarations publiques. Même si les prochaines étapes restent indéfinies, le degré de réorganisation déjà observable dans le secteur productif, les organismes multilatéraux et les relations diplomatiques suggèrent qu'une partie de l'impact institutionnel s'est déjà consolidée. Comme dans d'autres tournants historiques, l'aspect le plus pertinent n'est peut-être pas le moment où la rupture devient visible, mais l'accumulation progressive des signes qui l'ont précédée. Cette accumulation, souvent négligée, est ce qui définit la dimension effective des transformations en cours. C'est pourquoi une observation rigoureuse et continue n'est pas seulement un choix analytique, mais une condition indispensable pour comprendre comment les systèmes institutionnels réagissent, s'adaptent ou finissent par se déstructurer face à des pressions qui échappent aux paramètres prévus dans leur conception initiale.